Le couloir de l'hôtel était enveloppé d'un silence que seules 2 heures du matin pouvaient offrir. Les lumières du corridor vacillaient doucement, projetant des ombres allongées sur les murs couleur crème de cet hôtel de luxe à Lagos. Amara Okwa arpentait la moquette moelleuse dans ses pantoufles, les bras serrés autour de sa robe de chambre en soie. Elle n'arrivait pas à dormir. Son cœur battait fort, non pas de peur ou d'excitation, mais d'un sentiment d'inquiétude. La dernière répétition s'était terminée des heures plus tôt, pourtant ses pensées tourbillonnaient comme un ouragan. « Tu es juste nerveuse », s'était-elle murmuré une 12aine de fois. Le trac. Tout le monde là. Elle passa devant la chambre 306. Puis la 307. Puis elle s'arrêta. Un son étrange résonna faiblement, un rire étouffé, essoufflé. Elle reconnut ce rire. C'était celui de Daniel. Son fiancé. Les sourcils d'Amara se froncèrent. Il était censé être avec ses garçons d'honneur. Probablement en train de boire, de raconter de mauvaises blagues, ou de répéter ses vœux qu'il disait toujours qu'il oublierait. Curieuse et légèrement amusée, elle s'avança, marchant sur la pointe des pieds vers le son. Un autre rire, plus doux cette fois, indubitablement féminin. Le ventre d'Amara se noua. Ce n'était pas le rire qui l'effrayait. C'était la voix qui suivait. Linda? Sa demoiselle d'honneur. Sa meilleure amie depuis 17 ans. La femme qui lui avait autrefois tenu la main lors d'un chagrin d'amour, qui l'avait aidé à choisir cet hôtel même. Elle retint son souffle en arrivant devant la porte entr'ouverte. C'était la chambre de Daniel. À l'intérieur, éclairée par la faible lueur dorée d'une lampe de chevet, 2 silhouettes étaient enlacées dans une étreinte bien trop intime pour être expliquée. Daniel avait enlevé sa chemise, son dos légèrement cambré alors qu'il murmurait quelque chose à l'oreille de Linda. La main de celle-ci était sur sa poitrine, ses doigts traçant avec aisance, comme s'ils avaient déjà fait cela. Et puis il l'embrassa. Pas juste une petite bise. Un baiser lourd de chaleur et de familiarité. Amara se figea. Le couloir devint soudain plus froid que l'Arctique. Elle haleta involontairement. Daniel se retourna. Linda suivit son regard. Et leurs yeux rencontrèrent les siens. Le temps s'arrêta. Tous trois restèrent figés dans la tempête silencieuse. Amara, souffla Daniel en s'avançant. Ce n'est pas. Mais elle ne resta pas. Amara se tourna en silence. Elle ne cria pas. Ne pleura pas. Elle s'éloigna, ses jambes tremblant mais sa colonne vertébrale douloureusement droite. Amara, l'appela Linda, la voix épaisse de choc et de honte. Elle ne répondit pas. L'air derrière elle était lourd de peur. De culpabilité, de désir et de trahison. Quelque chose se brisa dans sa poitrine. Mais elle ne le laissa pas paraître. Amara referma doucement la porte de sa chambre d'hôtel derrière elle. Elle s'appuya contre elle un instant, le silence l'écrasant. Sa respiration était superficielle, rapide. Ses mains tremblaient alors qu'elle glissait le long de la porte et s'asseyait sur le sol, les genoux contre sa poitrine. Non. Non, 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 murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle fixa l'obscurité. La lampe sur sa table de chevet était toujours allumée, projetant une faible lueur sur la dentelle blanche de sa robe de mariée suspendue près de la fenêtre. Elle semblait fantomatique maintenant, sans vie. Moqueuse. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Daniel qui appelait. Elle l'ignora. Une autre vibration. Linda. Elle lança le téléphone à travers le lit. Puis le silence revint. Et Amara pleura. Mais pas bruyamment. Ses larmes tombèrent doucement, glissant le long de ses joues comme des fantômes. Elle pressa sa paume contre sa bouche pour étouffer le son. Elle l'a embrassé. Il l'a embrassé. La phrase se répétait dans sa tête comme un chant. Son esprit la peignait encore et encore, rejouant l'image. Les lèvres de Daniel sur celles de Linda, leurs corps enlacés comme des amants. Pas une erreur. Pas un accident d'ivresse. Ce baiser avait une histoire. Ses pensées se tournèrent, passant du souvenir à l'incrédulité. Il y a 2 semaines. Linda avait plaisanté, Daniel a intérêt à ne pas se rater demain. Je pourrais juste avoir à t'épouser moi-même. Amara avait ri. Le mois dernier. Daniel avait choisi la robe de Linda. Il avait dit, elle est comme une sœur. Vous êtes magnifique dans des couleurs assorties. Hier. Linda l'avait serré un peu plus fort.
Tu as de la chance, Ama. Daniel est l'un des meilleurs. Amara laissa échapper un rire creux. L'amertume fleurit en elle comme du poison. La robe de mariée se balança légèrement dans la brise de la climatisation. Le voile perlé scintillait sous la lumière chaude. Amara se leva lentement. Elle marcha vers elle, ses pieds nus silencieux sur le sol. Elle tendit la main et toucha le tissu délicat. Comment quelque chose dont elle avait rêvé pendant des années pouvait-il devenir insignifiant en une seconde? Ses lèvres tremblèrent. Je ne peux pas la porter, murmura-t-elle. Pas pour un mensonge. Elle tourna le dos à la robe et s'assit sur le lit. Des minutes passèrent. Des heures peut-être. Finalement, sa respiration se stabilisa. Ses yeux, bien que gonflés, ne versaient plus de larmes. Un étrange calme la submergea. Pas de rage. Pas de cris. Juste, de la clarté. Elle savait ce qu'elle devait faire. Il était 4h03 du matin. La ville dehors dormait encore, mais pas Amara. Elle se tenait devant le miroir, fixant la femme qui avait été brisée il y a quelques heures. Ses yeux étaient rouges, mais son regard était déterminé. Ses cheveux, maintenant ébouriffés, encadraient son visage comme celui d'une guerrière se relevant de ses cendres. Elle portait un simple t-shirt et un jean. Pas de maquillage. Pas de bijoux. Elle n'était plus une mariée. Elle était Amara. Et elle en avait assez de faire semblant. Elle sortit un petit sac de sport du placard et commença à faire ses bagages méthodiquement. Une paire de ballerines. 2 tenues de rechange. Son passeport. Son portefeuille. Elle hésita puis attrapa son carnet de croquis. Il l'avait toujours calmée. L'acte de dessiner, de donner forme à ses sentiments. Enfin, elle s'assit au bureau et sortit du papier à en-tête de l'hôtel. À ma famille. Je suis désolé que vous ayez dû découvrir cela de cette manière. Mais je ne peux pas me marier. Pas après ce que j'ai vu ce soir. Je n'épouserai pas quelqu'un qui ne respecte pas ma confiance. Et je ne peux pas me tenir à l'hôtel à côté de quelqu'un qui m'a poignardé dans le dos. Ce n'est pas une décision prise à la hâte. C'est une décision prise dans la vérité. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. J'ai besoin d'espace. De temps. De ressentir. Je me choisis moi-même. Amara. Elle posa soigneusement la note à côté de sa robe de mariée. La juxtaposition des mots et de la robe était poétique. Finale. Sans un bruit, elle ferma son sac et sortit sur la pointe des pieds. Alors qu'elle marchait dans le couloir, les souvenirs l'assaillirent. Les rires des essayages de robes, l'odeur des dégustations de gâteaux, l'éclat dans les yeux de sa mère. Tout était maintenant souillé par la trahison. Elle ne pleura plus. À la réception, le réceptionniste cligna des yeux de surprise. « Mademoiselle Okwa, vous partez si tôt ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle doucement, changement de plan. »« Devrais-je prévenir quelqu'un de votre groupe ?» hésita-t-il. « Non. »« S'il vous plaît, non. » Il hocha la tête, incertain. « Bon voyage. » Amara sourit faiblement. « Merci. » Dehors, l'air était lourd d'humidité matinale. Elle est là un taxi qui passait. Le chauffeur baissa sa vitre. « Où ça, madame ?» Elle hésita. « N'importe où, sauf ici. » L'aéroport. Il ouvrit le coffre. Alors qu'il s'éloignait de l'hôtel, Amara se tourna pour regarder une dernière fois. Derrière ces murs se trouvait un homme qu'elle avait autrefois aimé. Et une amie qu'elle avait autrefois appelée sœur. Le sien. Et c'était acceptable. Elle tourna son visage vers la route devant elle. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles lointaines. Son téléphone vibra dans son sac. Elle ne le vérifia pas. Au lieu de cela, elle l'éteignit. Que le monde cherche. Qu'il chuchote. Elle ne fuyait pas. Elle courait vers quelque chose de nouveau. Quelque chose à elle. Un futur qu'elle façonnerait, seule peut-être, mais authentique. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait du pouvoir, pas le genre bruyant, mais le genre constant et silencieux qui vient quand une femme se choisit elle-même. Le taxi accéléra vers l'aéroport, les phares fendant la nuit. Et sur la banquette arrière, Amara appuya sa tête contre la fenêtre, les yeux grands ouverts. Elle ne savait pas où elle allait. Mais elle savait exactement ce qu'elle laissait derrière elle.
L'aéroport international Murtala Mohammad n'avait jamais autant ressemblé à une bouée de sauvetage. Le taxi s'arrêta au terminal des départs, et Amara expira comme si elle avait retenu son souffle depuis une éternité. « Madame, vous êtes sûre que c'est bien ici ?» demanda le chauffeur en plissant les yeux dans le rétroviseur. « Oui. C'est ici, dit-elle doucement, lui tendant des billets de Nera d'une main tremblante. Alors qu'il l'aidait à récupérer son sac, elle se tint sur le trottoir et fixa l'agitation à l'intérieur des murs de verre. Des voyageurs traînant des valises, des employés de l'aéroport en gilet vert, un enfant riant sur les épaules de quelqu'un. Personne ici ne savait qui elle était. Personne ne la regardait comme une mariée en fuite. Et cet anonymat était libérateur. Elle entra dans le terminal, son petit sac fermement serré dans sa main, ses pas fermes mais incertains. Le tableau des vols brillait au-dessus de sa tête. Elle scanna les destinations. Abuja à 6h05, porte 12. Elle n'y avait pas d'amis, pas d'attache. C'était exactement ce dont elle avait besoin. S'approchant du comptoir des billets, elle posa son sac et essaya de paraître ferme. Un billet pour Abuja. Le vol le plus tôt possible. La femme derrière le comptoir, les yeux vifs et professionnels, sourit et tapa sur son clavier. Vous êtes juste à temps pour le vol de 6h05. Économie, ça va? Parfait. Alors que la femme traitait la réservation, Amara aperçut son reflet dans le panneau réfléchissant à côté du bureau. Son visage était nu, sans maquillage. Yeux bouffis. Lèvres sèches. Cheveux cachés à la hâte sous un foulard. Personne ne penserait qu'elle était censée se marier dans 5 heures. Carte d'identité, s'il vous plaît. Amara lui tendit son passeport. L'agent marqua une pause, regarda le nom puis Amara. Amara. Vous êtes, commença-t-elle, mais Amara leva doucement la main. S'il vous plaît, ne dites rien, murmura-t-elle. La femme hésita puis hocha la tête et continua à taper. En quelques minutes, elle tendit à Amara sa carte d'embarquement. Vous avez le temps de prendre quelque chose avant d'embarquer. La porte 12 est juste au bout du couloir, proposa-t-elle gentiment. Amara esquissa un petit sourire. Merci. Elle s'éloigna lentement, sentant une pointe de honte. Ne devrait-elle pas être plus dévastée? Mais non. Ce n'était pas du chagrin. C'était du soulagement. Près d'un distributeur automatique, une adolescente jeta un coup d'œil à la tenue simple et aux yeux bouffis d'Amara, puis donna un coup de coude à sa mère. On dirait qu'elle a pleuré, murmura-t-elle. Amara tourna le dos. Qu'il devine. Qu'il s'interroge. Qu'il colporte des ragots s'ils le doivent. Elle acheta une bouteille d'eau, s'assit tranquillement près de la porte et regarda par la fenêtre alors que le soleil commençait à se lever sur la piste. Pour la première fois depuis des heures, elle sentit une lueur de quelque chose de petit et sacré. L'espoir. De retour à l'hôtel, le soleil venait de se lever mais rien ne semblait lumineux. Daniel frappa furieusement à la porte d'Amara. « Ama, s'il te plaît. » « Ouvre la porte, dit-il pour la 5e fois, sa voix craquant. Derrière lui, Linda se tenait, enveloppée dans une serviette, le visage pâle et tremblante. Son rouge à lèvres de la veille était étalé. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, étaient noués et mous. « Elle ne répond pas, murmura Daniel. « Peut-être qu'elle est partie tôt pour le maquillage, proposa Linda faiblement, bien que sa voix soit dénuée de conviction. Daniel se tourna brusquement. « Ne fais pas ça. » « Ne fais pas quoi? » Fais semblant de ne pas savoir pourquoi elle n'ouvre pas cette porte. La lèvre de Linda trembla. Elle nous a vus. Je sais. Mais peut-être que nous pouvons encore. Encore quoi? S'énerva Daniel, sa voix montant. Tu penses qu'elle va faire semblant que rien ne s'est passé? Un manager de l'hôtel s'approcha avec hésitation. Excusez-moi, monsieur. Y a-t-il un problème? Daniel se redressa, essayant de se calmer. Ma fiancée ne répond pas dans sa chambre. Pourriez-vous ouvrir la porte? Je m'inquiète. L'homme hocha la tête et fit signe à la sécurité. En quelques minutes, la porte fut déverrouillée. Ils entrèrent. C'était vide. La robe était toujours là, suspendue aussi élégamment que jamais. Ses chaussures étaient soigneusement alignées. Le parfum qu'elle avait porté la veille flottait encore faiblement dans l'air. Sur le lit était posée une simple note pliée. La main de Daniel trembla alors qu'il la ramassait. Il la lut une fois. Puis une autre.
Je me choisis moi-même. Rien de plus. Linda s'assit sur le bord du lit, ses doigts tremblants. Qu'est-ce qu'il y a écrit, demanda-t-elle. Daniel ne répondit pas. La fête de mariage frappait déjà aux portes. Les invités arrivaient pour les festivités du matin. La mère d'Amara fit irruption dans la pièce quelques instants plus tard, radieuse dans son galéon râpé, prête à aider sa fille à s'habiller. Quand elle vit la robe intacte, son sourire s'effaça. Puis elle vit le visage de Daniel. Et ensuite elle vit la note. Elle la prit doucement de ses mains et la lut. Elle s'effondra à genoux en s'agrippant à la robe. Non, non. Où est-elle, demanda son mari, Monsieur Okwa, depuis l'embrasure de la porte. Je ne sais pas, murmura Daniel. Tu as fait quelque chose, gronda l'homme en s'approchant. Je n'ai pas, je veux dire. Je ne sais pas. Tu as brisé ma fille, s'emporta Théil. Les murmures commencèrent à se répandre dans le couloir. Le mariage est annulé. La mariée est partie. Le marié a trompé. Linda resta silencieuse dans le coin, incapable de rencontrer le regard de quiconque. Ce matin-là, les invités de mariage ne se sont pas réunis pour célébrer l'amour. Ils se sont rassemblés autour de Fragments. Et la fille qu'ils étaient venus voir marcher dans l'allée? Elle était à des kilomètres de là, en train de reprendre sa vie en main. Amara descendit de l'avion et fut immédiatement accueillie par la chaleur d'Abuja. L'air était différent, pas seulement plus chaud, mais plus calme. Elle se déplaça dans le terminal comme un fantôme, les yeux grands ouverts mais vides. Abuja. Elle n'y avait été qu'une seule fois il y a des années, lors d'un voyage scolaire. Ce n'était pas familier. C'est ce qui lui plaisait. Pas de souvenirs avec Daniel. Pas de dîner avec Linda. Pas de boutique de mariée qui contenait autrefois des rêves maintenant brisés. Devant le terminal, des chauffeurs de taxi criaient les destinations. Madame. Joby. Was. Garki. Elle désigna le premier chauffeur à l'air aimable. Emmenez-moi à quelque part de tranquille. Petit. Abordable. Il plissa les yeux. Vous voulez un hôtel ou une maison d'hôte? Une maison d'hôte. Quelque chose de paisible. Il hocha la tête. J'en connais une. Sick. Clean. Cheap. Elle monta et s'appuya contre la vitre. Son téléphone vibra pour la première fois depuis qu'elle avait atterri. Des dizaines d'appels manqués. Maman 12. Daniel, 17. Linda 9. Bestisode 4. Cynthia, demoiselle d'honneur. Elle éteignit à nouveau le téléphone. Personne ne méritait de réponse. Pas encore. La course en taxi fut longue, serpentant à travers des rues poussiéreuses, des carrefours animés, puis des quartiers plus calmes. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une petite maison d'hôte appelée Palmaven Lodge. Le bâtiment était de couleur crème avec un toit de tuiles et de petites plantes en pot près des marches d'entrée. C'est joli, murmura-t-elle. Elle paya le chauffeur et se dirigea vers la réception. Le jeune homme au bureau la salua chaleureusement. Bienvenue à Palmaven. Vous avez une réservation? Non, dit-elle. Mais j'ai besoin d'une chambre pour quelques jours. Peut-être plus longtemps. Il jeta un coup d'œil à son sac puis à ses yeux. Journée difficile? Elle sourit faiblement. Quelque chose comme ça. Il hocha la tête avec une compréhension tranquille. Nous avons une chambre avec un balcon. Paisible. Ça vous plaira. Il lui tendit la clé et elle le remercia. Une fois à l'intérieur, Amara posa son sac et ouvrit la fenêtre. L'air portait le parfum d'hibiscus et de poussière de la ville. Elle s'allongea sur le lit, chaussures toujours aux pieds, et fixa le plafond. Des larmes coulèrent lentement sur ses joues, pas de dévastation cette fois. D'épuisement. Mais sous l'épuisement, il y avait autre chose. De la détermination. Elle ne laisserait pas la trahison de Daniel la définir. Elle ne porterait pas le péché de Linda comme un fardeau sur son propre dos. Ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le début d'une nouvelle. Elle se leva lentement, marcha vers le petit bureau près de la fenêtre, ouvrit son carnet de croquis et commença à dessiner. Un cœur brisé, oui. Mais des fleurs en train d'en éclore. Elle sourit doucement alors que le crayon bougeait. Cette ville ne la connaissait pas. Et cet anonymat se sentait comme un chez-soi.
Linda était assise sur le bord d'un canapé usé dans la suite d'hôtel de Daniel, vêtue d'un sweat à capuche et de leggings empruntés, ses ongles parfaitement manucurés tremblant autour de la tasse de café qu'elle ne buvait pas dehors. Le soleil s'était complètement levé, mais l'atmosphère à l'intérieur était grise et lourde. Daniel arpentait la pièce comme un homme hanté. Sa chemise de smoking autrefois impeccable était maintenant froissée et à moitié déboutonnée. Ses traits habituellement vifs étaient tirés par un mélange de rage, de regret et de quelque chose de plus sombre, la peur. Ni l'un ni l'autre n'avait parlé depuis que la disparition d'Amara était devenue officielle. Finalement, Linda brisa le silence. « Je ne l'ai pas planifié, murmura-t-elle, sa voix à peine plus forte que le bourdonnement de la climatisation. C'est juste arrivé. » Daniel se tourna brusquement, les yeux flamboyants. « Ne dis pas ça. » « Quoi ?» Cette phrase. « C'est juste arrivé. » Comme si c'était une panne de courant. Un hoquet. Un éternuement. Ce n'était pas un moment de faiblesse, Linda. Nous avons fait des choix. À plusieurs reprises. Elle se mordit la lèvre inférieure. Nous étions ivres. Nous n'étions pas si ivres que ça. Et même si nous l'étions, cela n'excuse pas ce que nous avons fait. Ce que tu as fait. Linda se leva soudainement, sa voix montant. Ce que j'ai fait ? Ne me mets pas tout sur le dos, Daniel. C'est toi qui m'as embrassé en retour. C'est toi qui m'as entraîné dans ta chambre. Daniel s'approcha, son ton tranchant et dangereux. Et tu ne m'as pas arrêté, n'est-ce pas ? Silence. Elle se rassit. Je ne voulais pas qu'elle nous voie, murmura-t-elle. Je le jure. Oh, alors si elle ne nous avait pas surpris, nous continuerions à nous faufiler comme des lâches. Les mains de Linda se serrèrent en poing. Tu l'aimes ? Il lui tourna le dos. C'est bien ce que je pensais. Linda se laissa tomber en arrière, les larmes lui montant aux yeux, non pas à cause de ce qu'elle avait fait, mais parce que les conséquences la rattrapaient enfin. Elle tendit la main vers son téléphone sur la table en verre et fixa l'écran. 30 appels manqués de membres du groupe de mariage. 3 de la mère d'Amara. 1 de Saad. Elle fit défiler l'écran jusqu'au contact d'Amara et tapa un message. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Amara, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Retour arrière. C'était une erreur. S'il te plaît, parle-moi. Retour arrière à nouveau. Finalement, elle tapa. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je regrette tout. Elle relut, ajouta un emoji de pleurs pour plus d'emphase, puis appuya sur envoyer. Le statut délivé s'alluma un instant. Pas de ride. Pas de réponse. Elle rafraîchit l'écran de manière obsessionnelle pendant la prochaine heure. Rien. Le silence d'Amara était plus assourdissant que n'importe quelle insulte que Linda ait jamais reçue. Et ce silence ? Il la terrifiait plus que tous les cris qu'elle avait prévus. Au domicile des Okoa, la journée était censée être remplie de tambours, de chants et d'ululations. Au lieu de cela, la propriété était dans un silence assourdissant. Des tantes qui avaient pris l'avion depuis Enugu chuchotaient, la main devant la bouche. Des cousins arpentaient la propriété en échangeant des rumeurs. Des voisins jetaient un coup d'œil à travers le portail, incertains de ce qui se passait. Dans le salon familial, les parents d'Amara étaient assis aux extrémités opposées du canapé, comme des étrangers. Madame Okoa tenait un mouchoir blanc dans ses 2 mains, le tordant sans fin, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Sa coiffe en or était de travers, comme si elle l'avait arrachée au milieu de sa préparation. Son mari, le chef Okoa, ressemblait à une statue de pierre, la mâchoire toujours figée dans le granit, sans cligner des yeux. Elle ne nous a même pas prévenus, murmura sa femme finalement. Elle a été blessée, répondit-il d'un ton brusque. Elle aurait dû me le dire. Je suis sa mère, s'étouffa T.L. Elle a laissé une note. Je ne veux pas de note. Je veux ma fille. Silence à nouveau. Depuis le couloir, la sœur cadette d'Amara, Kemi, était appuyée contre le mur, les bras croisés. Son frère jumeau, Kunel, se tenait à ses côtés, l'expression sombre. Elle a vu quelque chose, dit Kemi doucement. Madame Okoa se tourna brusquement. Quoi ? Elle a vu quelque chose qui l'a brisé. Kunel hocha la tête. Tu penses qu'elle fuirait si ce n'était pas quelque chose de grave ? Les frères et sœurs échangèrent un regard.
Ils avaient tous deux remarqué la raideur de la posture d'Amara ces dernières semaines, la façon dont elle regardait parfois Daniel, comme si elle cherchait quelque chose. La confiance peut-être. Elle a dit qu'elle se choisissait elle-même, murmura Kémy. Je ne pense pas qu'elle revienne. Bien sûr qu'elle va revenir, dit leur mère en se levant. Elle a juste besoin de temps. Nous allons l'appeler. Nous allons la trouver. Elle a éteint son téléphone, dit Cunel. Leur mère se rassit, s'effondrant dans ses mains. Je blâme ce Daniel, dit finalement le chef Okoa, sa voix tonitruante maintenant. Tu as jeté l'opprobre sur le nom de ma fille, et tu es toujours là à avoir l'air d'une victime. Daniel, qui était assis tranquillement dans le coin de la pièce, parla enfin. Je ne savais pas qu'elle partirait. Tu l'as trompée, exigea Cunel. Daniel détourna le regard. Le silence disait tout. Tu as apporté le déshonneur à cette famille, s'emporta Madame Okoa, maintenant debout. Tu n'as pas seulement ruiné un mariage, tu as ruiné un rêve. Sais-tu combien de personnes sont venues ici pour célébrer notre fille? Daniel se leva, les mains légèrement levées. J'ai fait une erreur, mais j'aime Amara. Je veux arranger les choses. Sors, dit le chef Okoa. Avant que j'oublie que je suis un homme de Dieu et que je te brise les jambes. Daniel attrapa sa veste et partit. Il ne dit pas au revoir, car même lui savait qu'il ne le méritait pas. À Abuja, l'air était lourd de la chaleur de l'après-midi, et Amara errait dans les rues de Garki en jean, un simple t-shirt et son foulard noué bas sur la tête. Elle se sentait invisible. Et ça lui plaisait. Elle passa devant une rangée de boutiques d'art et de boutiques, leurs vitrines pleines de couleurs vives, de bols peints à la main, de paniers tressés, de tissus teints. Une vitrine attira son attention, une vieille enseigne peinte de traits audacieux qui disait « Zenabes Art Center, exprimez-vous ». Elle s'arrêta puis entra. L'odeur de térébenthine et d'huile de lin lui parvint au nez, familière et nostalgique. À l'intérieur, le studio était calme. Quelques adolescents peignaient tranquillement à l'arrière tandis qu'un doux jazz afro passait en fond sonore. Une femme se tenait derrière le comptoir, d'une cinquantaine d'années, grande, à la peau foncée, avec de courtes mèches argentées et des yeux qui portaient des années d'histoire. Elle leva les yeux et sourit. « Bienvenue. »« Bonjour, » dit Amara, se sentant étrangement nerveuse. « Je me promenais, votre boutique m'a attiré. »« Cela signifie qu'elle vous appelait, » dit la femme, sa voix calme et chaleureuse. « Je suis Zénab. »« Amara. » Zénab étudia son visage un instant. « Vous avez l'air de porter quelque chose de lourd. » Amara baissa les yeux. « Je ne suis pas curieuse, » ajouta Zénab doucement. « J'observe juste. » Amara hocha la tête. « Je peignais avant, dit-elle, avant que tout ne se complique. »« La peinture est faite pour les complications, » répondit Zénab. « Nous saignons à travers les pinceaux. C'est comme ça que nous survivons. » Les mots la frappèrent comme un éclair. Amara suivit Zénab dans l'arrière-salle. Il y avait des chevalets, des toiles vierges, des pinceaux de toute taille dans des pots de confiture réutilisés, et des traces de couleur sur le sol en bois. « Vous donnez des cours ?» demanda Amara. « Oui. Informellement. C'est plus un espace qu'une école. Puis-je me joindre à vous ?» Les yeux de Zénab brillèrent. « Nous vous attendions. » Elle tendit à Amara une toile et recula. « Pas de règles. Pas d'instructions. Peignez juste ce que vous ressentez. » Amara resta immobile un instant. Puis elle prit un pinceau. Au début, ses coups étaient hésitants. Elle mélangea de la terre de sienne brûlée avec de l'ocre, traînant le pinceau sur la toile en ligne qui ne signifiait rien. Puis des formes commencèrent à se dessiner, une vague peut-être? Un mur fissuré? Elle n'était pas sûre. Mais l'acte de mouvement, le pinceau qui glisse, les couleurs qui se mélangent, c'était de la médecine. Sa poitrine se sentit plus légère. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle avait juste besoin de ça. Quand elle eut fini, elle recula et regarda. Le tableau était brut, irrégulier, émotionnel. Zénab se tint à ses côtés et hocha la tête. Bien. Amara sourit faiblement. C'est moche. C'est honnête, corrigea Zénab. Et l'honnêteté est toujours belle. Amara regarda le tableau un peu plus longtemps. Cet endroit, cette femme, ce moment se sentait comme le début de quelque chose. Pas de la guérison exactement. Mais quelque chose qui s'en approchait.
La suite de mariage ressemblait à un cercueil. Daniel était assis seul sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, les doigts fermement entrelacés. La boutonnière blanche sur sa veste froissée avait légèrement bruni, comme si elle aussi avait abandonné. Le service de chambre était passé. Le plateau de petit déjeuner intact était froid près de la fenêtre. Une flûte de jus d'orange restait à moitié pleine, un symbole moqueur d'une matinée qui ne serait jamais célébrée. Il n'avait pas dormi. Il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage, les yeux d'Amara dans ce couloir, grand et plein d'incrédulité, de douleur, et pire que tout, de silence. Ce silence était plus fort que n'importe quelle gifle, n'importe quelle insulte, n'importe quel cri. Son téléphone vibra à nouveau sur la table. Il le saisit d'un doigt fatigué. Appel manqué, maman 3. Appel manqué, Chuka son meilleur homme. Appel manqué, pasteur Félix. Aucun message d'Amara. Il fit défiler l'écran vers le haut en espérant. Espérant qu'elle l'aurait au moins bloqué pour qu'il sache qu'elle avait vu les appels. Rien. Il s'appuya contre la tête de lit, poussant un soupir frustré. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» demanda-t-il au plafond comme si le ciel allait répondre. Mais aucun pardon divin ne vint. Et au fond de lui, Daniel connaissait déjà la réponse. Il avait tout gâché. Pourquoi? Un baiser fugace? Une nuit insouciante et égoïste? Il se frotta le visage avec les deux mains, essayant d'effacer le souvenir de tout cela. Mais peu importe à quel point il frottait, il ne pouvait pas effacer la culpabilité. Il se souvint de la première fois qu'il avait rencontré Amara lors d'une conférence technologique. Elle portait du jaune moutarde, une couleur que peu de gens pouvaient bien porter. Mais elle le rendait royal. Ils s'étaient disputés à propos des API logiciels au déjeuner et avaient fini par rire comme de vieux amis. Comment était-il passé de cela à ça? Comment était-il devenu le méchant? Il savait que les gens chuchotaient. La façon dont le groupe de mariage évitait son regard quand il passait. La façon dont même Linda était devenue silencieuse. En parlant de Linda, elle avait fait ses valises et quitté l'hôtel il y a des heures. Pas d'au revoir, pas de conclusion. Juste disparu. Il fixa à nouveau la note. Je me choisis moi-même. Il détestait à quel point ces mots étaient beaux. Il détestait qu'il ne soit pas l'homme qu'elle avait cru qu'il était. Et surtout, il détestait qu'elle soit partie et qu'elle ne revienne peut-être jamais. La pluie à Abuja était douce mais constante cette nuit-là, tapotant contre la fenêtre de la maison d'hôte comme un souvenir persistant. Amara était assise au petit bureau avec son carnet de croquis devant elle. La page sur laquelle elle griffonnait s'était transformée en une série de spirales et de vagues, chaotiques, désordonnées. Tout comme son cœur. Puis lentement, elle mit le carnet de croquis de côté. Et tendit la main vers le papier à en-tête de l'hôtel. Elle fixa la page vierge pendant plusieurs minutes, puis commença à écrire. « Cher Daniel, je ne sais pas si j'écris ceci pour toi ou pour moi. Je ne sais pas si je l'enverrai un jour. Tu penses probablement que je suis parti parce que j'étais en colère. C'est en partie vrai. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce que tu as fait avec Linda. Ce n'était pas juste de la tricherie. Ce n'était pas juste un moment de trahison. C'était un couteau dans le dos de la part de deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Tu n'as pas seulement brisé mon cœur, Daniel. Tu as brisé ma croyance en la loyauté. Tu as brisé quelque chose en moi que je ne savais même pas qu'il était fragile. Je n'arrête pas de me demander ce que j'ai fait de mal. Étais-je trop à l'aise? Ai-je ignoré des signes? Mais non, je ne porterai pas ton péché sur mes épaules. Ce n'est pas à moi de supporter ça. Je t'aurais aimé pour toujours, Daniel. J'étais prête à construire une vie avec toi, avec tes défauts et tout. Mais ce que tu as fait a prouvé que tu n'étais pas prêt pour ce genre d'amour. Et peut-être que tu ne l'as jamais été. Tu as fait ton choix. Maintenant, j'ai fait le mien. Je choisis la paix. Je me choisis moi-même. Amara. Elle fixa la lettre une fois de plus. Puis elle la plia soigneusement, la plaça dans une enveloppe, et la glissa dans son carnet de croquis. Elle ne serait jamais envoyée. Certaines blessures ne méritaient pas de conclusion. Elles avaient juste besoin de temps et de silence. Le centre d'art sentait la peinture fraîche et l'eucalyptus cet après-midi-là. C'était devenu le sanctuaire d'Amara, une oasis de couleurs et de silence dans un monde qui voulait encore des explications qu'elle n'était pas prête à donner.
Zénab entra vêtue d'un boubou à motifs et de bracelets rouges qui teintaient doucement à chacun de ses mouvements. Ses mèches argentées étaient attachées aujourd'hui, révélant de hautes pommettes et des yeux chaleureux et perspicaces. Elle observa Amara de l'autre côté de la pièce. La jeune femme était assise tranquillement devant une toile à moitié finie, une pièce abstraite pleine de rouge, de noir et de formes brisées. Son pinceau était immobile depuis 20 minutes. Zénab s'approcha. « Paralysie des couleurs ?» demanda-t-elle avec légèreté. Amara leva les yeux. « Quelque chose comme ça. » Zénab s'assit à ses côtés. Ou peut-être que ce n'est pas du tout une question de couleur. Amara eut un faible sourire. Peut-être que c'est une question de tout le reste. Il y eut une pause, chaleureuse et sans hâte. J'ai écrit une lettre à Daniel, dit soudainement Amara. Zénab ne dit rien. Je lui ai dit à quel point il m'avait brisé. À quel point ça faisait mal. Mais je ne l'enverrai pas. Bien, dit simplement Zénab. Amara cligna des yeux. Vous n'allez pas me dire de passer à autre chose? Zénab sourit doucement. Le passage à autre chose est surfait. Parfois, la porte reste ouverte et tu apprends à vivre à côté. Une autre pause. La douleur, dit lentement Zénab, est une invitée. Ne lui construis pas une maison. Amara baissa les yeux sur ses genoux. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Tu n'as pas à t'en débarrasser aujourd'hui. Mais ne lui sers pas de thé tous les matins. Ne la laisse pas dicter ta joie. Amara laissa échapper un rire doux. Vous parlez comme une thérapeute. Je ne le suis pas. Je suis juste une femme qui a vu assez de tempêtes pour savoir qu'on n'essaie pas de couvrir le tonnerre. On l'attend juste avec grâce. Elles restèrent assises ensemble en silence. Au bout d'un moment, Amara reprit son pinceau. Je ne suis pas prête à lui pardonner, dit-elle. Tu n'as pas besoin de l'être, répondit Zénab. Je ne sais pas si je le ferai un jour. C'est bien aussi. Ne t'emprisonne juste pas dans sa trahison. Amara expira profondément. Et alors qu'elle trempait son pinceau dans un jaune vibrant et apportait de la lumière au bord de son tableau autrefois sombre, quelque chose changea. Pas une transformation complète. Mais un premier pas. Ce soir-là, de retour à la maison d'hôte, Amara était allongée dans son lit, fixant le plafond. Les mots de Zénab tournaient en boucle dans son esprit. Ne t'emprisonne pas dans sa trahison. Elle regarda son carnet de croquis. Puis sa valise. Puis dehors par la fenêtre où les étoiles clignotaient doucement au-dessus d'Abudja. Elle ne savait pas exactement ce qui allait suivre. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle ne redoutait pas le matin. Les tentes blanches étaient toujours là. Les décorateurs ne les avaient pas enlevées. Peut-être attendait-il une confirmation, ou peut-être, juste peut-être, ne pouvait-il pas croire que c'était fini. L'arche florale, maintenant légèrement fanée par la chaleur de midi, restait telle qu'elle, encadrant rien d'autre que l'absence. Sur les longues tables de banquet, des cadeaux de fête intacts étaient soigneusement arrangés à côté des serviettes pliées avec les initiales d'Amara et Daniel en calligraphie dorée. A+D. Comme si rien ne s'était mal passé. Comme si une mariée allait apparaître à tout moment. Mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, de petits groupes d'invités confus se sont rassemblés autour du lieu, murmurant tranquillement en s'éventant dans la chaleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est enfuie? Non, non, quelque chose est arrivé. Le marié avait l'air coupable. Vous n'avez pas vu sa meilleure amie? La demoiselle d'honneur? Elle est partie aussi. À l'intérieur de la résidence Okwa, un silence amer planait comme de la fumée. Le son le plus fort venait de tante Ngozi qui retirait le dernier plateau de tarte à la viande intacte du four et le claquait sur le comptoir. Madame Okwa se tenait près de la fenêtre, regardant les invités s'éloigner un par un. Son gélie avait été enlevé, ses boucles d'oreilles étaient sur la table, et son maquillage pour les yeux avait coulé à force de pleurer. Elle ne reviendra pas, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Son mari était assis rigidement dans un fauteuil, faisant glisser ses perles de prière sans rien dire. Kémy, la sœur cadette d'Amara, se tenait à côté de sa mère et ajustait le rideau de la fenêtre. Je ne pense pas qu'elle ait fui, maman. Elle est partie. Il y a une différence, demanda sa mère, la voix tremblante. Kémy hocha la tête. Oui. L'une signifie la peur. L'autre signifie une décision. Leur mère se tourna pour lui faire face. Et tu penses que ta sœur a décidé d'humilier toute sa famille comme ça?
Non, dit Kémy doucement. Je pense qu'elle a décidé de se sauver elle-même. Dehors, Daniel arpentait la pelouse, essayant d'expliquer quelque chose à un cousin éloigné qui n'y croyait manifestement pas. Il gesticulait avec ses mains, les mots fusant trop vite. Elle est juste partie, dit-il. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le stress du mariage. Le trac. Le cousin haussa un sourcil. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. La voix de Daniel se tendit. Eh bien, tu n'étais pas là, n'est-ce pas? Derrière lui, une voix retentit, calme et ferme. Elle était là. Daniel se retourna pour voir Kunal, le frère jumeau d'Amara, se tenant derrière lui dans une simple chemise bleu marine, aucune trace de tenue de mariage sur lui. Quoi? Amara vous a vu. Et Linda. C'est pour ça qu'elle est partie. Le visage de Daniel perdit toute couleur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Kunal s'approcha. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas lutté. Mais elle a laissé une note. Tu penses que le fait qu'elle s'éloigne tranquillement rend les choses plus faciles pour toi? Non. Cela les rend pires. Les gens à proximité commencèrent à se rassembler, se rapprochant. Part, dit froidement Kunal, avant que les chuchotements ne deviennent des pierres. Daniel ouvrit la bouche pour parler mais Kunal ne broncha pas. La foule non plus. Alors Daniel s'éloigna, les épaules voûtées, les chaussures crissant sur le gravier sous ses pieds. Il essaierait encore, oui. Mais quelque chose au plus profond de lui savait. Il avait déjà perdu. Amara se tenait devant le miroir dans sa chambre d'hôte à Abuja, tenant une simple blouse blanche et une longue jupe bleue dans ses mains. Sa valise était ouverte sur le lit, soigneusement emballée, contrairement au désordre tourbillonnant qu'elle avait été à son arrivée des semaines plus tôt. Elle fixa son reflet. Pas la mariée brisée. Pas la fille aux lèvres tremblantes et aux questions sans réponse. Mais une femme, plus âgée peut-être, non pas en année mais en cœur. Elle lissa ses paumes sur sa jupe et s'assit sur le bord du lit, ses pensées tourbillonnant. Les mots de Zénab résonnaient dans son esprit. Ne t'emprisonne pas dans sa trahison. Guérir ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir la paix. Elle baissa les yeux sur ses doigts, tachés de peinture, maintenant calleux d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis l'université. Elle s'était inscrite à des cours d'art. Elle avait dessiné tous les jours. Elle avait mangé seule, marché dans les rues inconnues d'Abuja, s'était assise en silence et avait laissé la douleur faire son travail. Mais maintenant, ça ne faisait plus aussi mal. Les souvenirs continuaient de venir, mais ils ne l'étouffaient plus. Elle attrapa son téléphone et le ralluma pour la première fois depuis des semaines. Il vibra frénétiquement pendant 5 minutes d'affilée. Message de sa famille, de ses amis, même de parents éloignés. Excuses. Confusion. Amour. Inquiétude. Tout mélangé. Mais un message envoyé il y a seulement 2 jours attira son attention. De Kémy. Rentre à la maison quand tu seras prête. Mais sache que tu ne dois rien à personne. Tu nous manques juste. Amara sourit. Elle prit son sac et marcha vers la fenêtre. Dehors, le soleil se levait, chaud, doré, sans honte. C'était le moment. Non pas d'expliquer. Non pas de revivre. Mais de revenir. Pour montrer qu'elle n'avait pas été brisée, seulement remodelée. Le trajet en bus pour retourner à Lagos fut long. 8 heures de route sinueuse, de brèves explosions de musique gospel et de passagers qui regardaient tranquillement les paysages défiler. Amara resta pour elle-même, un livre sur ses genoux mais non lu. Lorsque le bus s'arrêta enfin au terminal poussiéreux de Lagos, son cœur s'agita. Non pas de peur mais d'anticipation. Elle héla un taxi et donna l'adresse. Alors qu'il passait devant des rues familières, de vieilles émotions dansaient sur sa peau comme un lointain coup de tonnerre. Puis le portail de sa famille. Peint en blanc, garni d'or. Propre, calme. Le taxi s'arrêta. Elle paya le chauffeur, prit une respiration et sortit. Avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit. Kémy souffla et elle. Sa sœur se tenait là, pieds nus, vêtue d'un râpé et d'un t-shirt trop grand. Ses yeux étaient grands, son expression figée une seconde avant qu'elle n'éclate en un sourire qui fendit son visage de chaleur. Tu es rentré. Amara hocha la tête. Kémy lui jeta ses bras autour du cou. Tu es rentré, murmura-t-elle à nouveau comme si le fait de le dire 2 fois rendait la chose plus réelle.
Derrière elle, leur mère apparut. Amara se crispa. Mais au lieu de mots, sa mère l'enlaça dans une étreinte féroce, s'agrippant comme une femme qui avait craint que ce moment n'arrive jamais. « Je suis désolée, murmura-t-elle. « De quoi ?» demanda Amara. « De ne pas avoir posé de questions plus tôt. D'avoir supposé que tu irais bien. D'avoir pensé que le silence signifiait la force. » Amara se blottit dans l'étreinte. « J'avais besoin de partir pour trouver ma voie. » Elles restèrent ainsi un moment. À l'intérieur de la maison, c'était plus calme que d'habitude. Pas de musique. Pas de bavardage. Mais la tension qui remplissait autrefois ces murs était partie. Plus tard dans la soirée, Amara était assise à la table familiale, sirotant du thé au gingembre. Son père la rejoignit, silencieux au début. Puis il dit, « Tu as fait la bonne chose. » Elle le regarda, surprise. Il hocha la tête. Un homme qui trahit avant les vœux trahira après eux. Je ne voulais juste pas avoir à m'expliquer, dit-elle. Tu n'as pas à le faire. Elle sourit. Cette nuit-là, elle s'allongea dans son vieux lit, fixant le ventilateur de plafond. Le même qu'elle avait regardé tourner pendant ses chagrins d'amour d'adolescente. Mais ce chagrin d'amour l'avait façonnée. Et maintenant, elle était de retour. Non pas comme la fille qui avait été trahie. Mais comme la femme qui était partie. Le coup à la porte vint en milieu de matinée. Pas un coup léger. Pas hésitant. Ferme. Familier. Elle était dans la cuisine en train de remuer de logis sur le feu quand il vint. Kémy leva les yeux de là où elle coupait des fruits. Amara rencontra son regard, quelque chose de silencieux passant entre elles. Un autre coup. 3 cette fois. Amara essuya ses mains sur un torchon et marcha vers la porte d'entrée. Elle savait. Elle pouvait le sentir. Elle ouvrit la porte lentement. Là, debout sur le porche, se trouvait Linda. Son visage était pâle, son corps tremblait malgré l'air chaud. Elle portait une blouse à fleurs et un jean noir, ses cheveux n'étaient plus parfaitement bouclés. Ses yeux étaient gonflés, soit à cause des larmes, soit du manque de sommeil. Probablement les deux. Pendant un long moment, les deux femmes se regardèrent. Linda fut la première à parler. « Amara ?» Amara ne répondit pas. Linda s'avança. « S'il te plaît ? Je sais que je ne devrais pas être ici. Mais j'en ai besoin. » « Pourquoi ?» dit Amara doucement, sa voix ferme mais indéchiffrable. « Pourquoi avais-tu besoin de venir ?» Linda faiblit. « Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus dormir. J'ai essayé de t'appeler, de t'envoyer des messages. Je les ai vus, dit Amara. Linda cligna des yeux. Quoi ? Les messages que tu as envoyés. Les excuses. Les messages vocaux. Les longs textes tristes avec des larmes en émoji. Je les ai tous vus. Je les ai ignorés. Je le méritais, murmura Linda. Oui, répondit Amara. Tu le méritais. Les yeux de Linda se remplirent à nouveau. Elle serra ses mains, les phalanges blanches. Je suis tellement désolé, Ama. Je jure que ça ne signifiait rien. C'était stupide. C'était une seule fois. Arrête. La voix d'Amara était plus ferme maintenant. Linda se figea. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait, continua Amara. Tu es désolé d'avoir été prise. Tu es désolé que ton image parfaite se soit brisée. Mais la trahison ? Le choix que tu as fait ? Il venait de quelque part. Je ne l'ai pas planifié. C'est la partie qui fait le plus mal, dit Amara, sortant sur le porche. Que tu n'aies pas pensé à moi. Pas une seule fois. Pas une seconde. Linda baissa les yeux, sa voix à peine audible. Tu as raison. Je te faisais confiance, dit Amara. Tu t'es tenu à mes côtés quand j'ai choisi ma robe. Tu m'as aidé à répéter mes vœux. Et derrière tout cela, tu embrassais l'homme que j'étais censé épouser. Je t'aimais comme une sœur, s'étouffa Linda. Alors tu ne comprends pas ce qu'est l'amour. Le silence retomba. Une voiture passa dans la rue derrière elle. Le rire d'un enfant résonna de quelque part dans le quartier. Mais sur ce porche, le temps était immobile. Linda recula. Je ne m'attends pas à un pardon. Je voulais juste. Je voulais te le dire en face. Amara inspira lentement. Puis doucement,
j'espère que tu trouveras la paix, Linda. Linda leva les yeux, surprise. Mais je n'ai pas besoin de ton pardon pour guérir. Amara rentra dans la maison et ferma doucement la porte sans un autre mot. Linda resta là pendant quelques secondes, fixant la porte fermée. Puis elle se tourna et s'éloigna, les épaules voûtées sous le poids de la vérité. À l'intérieur, Amara s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Non pas parce qu'elle était en train de craquer, mais parce qu'elle était entière. Le coup à la porte vint le soir suivant. Il était différent cette fois. Pas ferme. Pas pressé. Juste discret. Amara était assise sur les marches du porche, pieds nus, carnet de croquis sur les genoux, sirotant une tasse de thé à l'hibiscus chaud. Elle dessinait à nouveau, quelque chose d'abstrait, de calmant. Kémy apparut à l'embrasure de la porte. Ama. Quelqu'un est là. Amara leva les yeux. Daniel. Il se tenait au portail, sa chemise ample, sa barbe non taillée. Il avait l'air plus mince, épuisé. Ses yeux n'avaient plus leur confiance habituelle. Pas d'étincelle. Juste un chagrin fatigué. Je peux le renvoyer, dit rapidement Kémy. Mais Amara secoua la tête. Elle se leva, marcha pieds nus sur l'allée et ouvrit le portail. Il ne bougea pas, Amara, dit-il doucement. Son nom sur ses lèvres se sentit comme un bleu. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Amara s'appuya contre le portail, les bras croisés. À propos de quoi? Daniel expira. De tout. De. À quel point je suis désolé. Elle ne dit rien. Il s'approcha, mais n'osa pas la toucher. J'ai rejoué la scène encore et encore. Cette nuit-là. Ce baiser. Ce moment. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je n'ai pas d'excuse. Tu n'en as pas, acquiesça Amara. J'ai brisé quelque chose de beau, dit-il. Non. Tu l'as tué, répondit-elle, son œil fixe. Il hocha la tête lentement. Je sais. Et je ne me pardonnerai jamais. C'est entre toi et ta conscience. Daniel regarda le sol. Je n'ai pas pu travailler. Ni dormir. Je n'arrête pas de penser, peut-être que si je m'étais juste éloigné. Peut-être que si je t'avais dit. Peut-être. Daniel. Il leva les yeux. L'homme que j'aimais, dit-elle doucement, n'existe plus. Et j'ai arrêté de le chercher. Ses lèvres s'écartèrent comme s'il voulait la supplier, mais les mots moururent dans sa gorge. Elle n'était plus en colère. Et cela le blessait plus que la rage ne l'aurait jamais pu. Prends soin de toi, ajouta-t-elle. Et elle se tourna, marchant vers la maison. Daniel tomba à genoux sur le trottoir. Je t'aimais, dit-il d'une voix tremblante. Amara marqua une pause, mais ne se retourna pas et j'aimais quelqu'un que je pensais que tu étais, répondit-elle. Puis elle ferma la porte derrière elle. Pas en la claquant. Pas de drame. Juste une finalité. À l'intérieur, Kémy la serra dans ses bras par derrière. Ça va? Amara hocha la tête. Oui. Tu ne lui as pas crié dessus. Je n'en avais pas besoin. Kémy sourit. Tu es vraiment quelqu'un. Non, dit Amara doucement. Je suis enfin juste moi-même. Cela vint sous la forme d'un email. Sujet, votre histoire mérite d'être entendue, de Wura Adebayo, blogué Africa. Amara était assise dans le jardin, entourée des parfums d'hibiscus fraîchement éclos et de citronnelle. Elle ouvrit l'email avec prudence. Bonjour Amara. J'espère que ce message vous trouve bien. Je m'appelle Wura Adebayo. Je gère un blog qui raconte les histoires de femmes à travers l'Afrique, sur l'amour, la douleur, la guérison et le relèvement. Votre histoire a attiré mon attention grâce à des amis et des connaissances. La force que vous avez montrée en vous éloignant d'une trahison publique n'est pas seulement admirable, elle est révolutionnaire. Je serais honoré de faire un reportage sur vous. Une vidéo ou un article écrit. Vos mots pourraient aider d'innombrables femmes à se sentir vues, comprises et autonomisées. Si vous êtes ouverte à cela, j'adorerais en discuter davantage. Cordialement, Amara. Amara le lut 2 fois. Puis une 3e fois. Elle ferma son ordinateur portable. Ce soir-là, elle répondit. Cher Wura. Je vous remercie pour vos mots gentils et votre demande attentionnée. Je suis honoré que vous m'ayez contacté. Mais je dois refuser.
Ce qui m'est arrivé n'était pas une performance. Ce n'était pas un titre de journal ou une campagne. C'était ma vie. Et bien que je sache qu'il y a des femmes qui pourraient s'identifier à mon expérience, je crois que la guérison, une guérison réelle et durable, se produit souvent tranquillement dans l'obscurité, loin des projecteurs. Certaines victoires n'ont pas besoin d'être télévisées. Certaines cicatrices sont sacrées. Merci de votre compréhension. Cordialement, Amara. Elle appuya sur envoyer et se pencha en arrière sur sa chaise. Aucun applaudissement ne suivit. Pas de like ni de retweets. Juste du silence. Et dans ce silence, elle se sentit puissante. Parce qu'elle ne rejetait pas une plateforme, elle choisissait la sienne. Son histoire n'était pas un divertissement. Elle était à elle. Rien qu'à elle. La première fois qu'Amara tourna la clé du petit studio d'art, ses mains tremblèrent, non pas de peur mais d'émerveillement. Ce n'était pas grand-chose. L'espace avait autrefois été une librairie du coin, puis l'atelier d'un tailleur et maintenant, avec une nouvelle couche de peinture jaune citron et l'odeur de la possibilité dans l'air, il lui appartenait. Le nom sur l'enseigne en bois était simplement un Canva and Courage, un studio d'art par Amara Okwa. Aucune mention de chagrin d'amour. Aucune allusion à la survie. Juste une identité. La sienne. Kémy était là pour le premier nettoyage. Elle portait un t-shirt trop grand qui disait l'art et résistance et avait ses cheveux en chignon désordonnés. Tu fais vraiment ça, dit-elle en balayant le mur du fond. Amara sourit, soulevant une grande toile vierge sur un chevalet. Ça ne me semble pas encore réel. Mais ça l'est, dit Kémy. Tu l'as rendu réel. La semaine suivante, des affiches avaient été mises dans toute la ville. Cours d'art pour enfants et adolescents. Apprenez à exprimer votre monde en couleurs. Et bientôt, ils vinrent. Ils vinrent en uniforme et en sandales, dans le rire et l'incertitude, dans la curiosité et le bavardage. Des enfants. Petits, aux yeux vifs, désireux de tremper leurs pinceaux dans la peinture et d'étaler leurs imaginations sur la toile. Amara les accueillit un par un. Elle se souvenait de tous leurs noms. Chika, la fille silencieuse qui ne peignait que dans les tons de bleu. Farouk qui aimait dessiner des volcans et ne nettoyait jamais ses pinceaux. Et Adaora qui peignait des fleurs mais donnait à chaque tige des épines. À la fin de chaque cours, Amara s'asseyait au milieu de la pièce et regardait autour d'elle l'art dispersé, les taches colorées sur le sol, les rires qui flottaient encore dans l'air. Ce n'était pas grandiose. Ce n'était pas parfait. Mais c'était à elle. Un après-midi, alors qu'elle peignait un phénix lumineux se levant de ses cendres, Zénab s'arrêta, ses mèches attachées dans un foulard, ses mains portant un petit sac cadeau. Elle entra et examina la pièce. J'ai entendu une rumeur, dit-elle en posant le sac sur la table, que quelqu'un a décidé d'arrêter de survivre et de commencer à créer. Amara rit. Vous avez bien entendu. Zénab ouvrit ses bras et la serra fort. Je suis fier de toi, mon enfant. Je ne pensais pas que je serais aussi heureuse, admit Amara. Tu ne pensais pas que la guérison ressemblerait à de la joie, dit Zénab en terminant sa phrase. Mais parfois, la paix arrive tranquillement. Parfois, la joie revient sur la pointe des pieds. À l'intérieur du sac cadeau se trouvait une boîte de nouvelles aquarelles et une petite plaque en bois sculptée à la main qui disait « Elle s'est choisie elle-même ». Amara traça les mots avec son doigt et plaça la plaque près de l'entrée. Pour que tous ceux qui entraient le sachent. Ce n'était pas un studio né d'une tragédie. Il était né d'un choix. Les semaines passèrent. Le ciel devint une nuance de bleu plus douce. L'air avait un goût plus sucré. Un soir, Amara était assise à l'extérieur du studio avec une tasse de zobo à la main, les jambes tendues devant elle, regardant le soleil descendre sous les toits. Les voix d'enfants résonnaient faiblement du quartier. Le parfum de bananes plantain frites flottait d'un stand de rue. La paix, réalisa-t-elle, n'était pas quelque chose que l'on courait après. Elle arrivait quand on arrêtait de fuir soi-même. Elle sortit son carnet de croquis et commença à dessiner. Une femme assise en tailleur sous un arbre, des racines poussant de son corps et s'entremêlant avec la terre. Ce n'était pas triste. Ce n'était pas en colère. C'était enraciné. Son téléphone vibra. Un message de Saad, l'une de ses demoiselles d'honneur qui avait enfin trouvé le courage de la contacter. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je t'admire. Je ne comprenais pas à l'époque. Je comprends maintenant. J'espère que nous nous reparlerons un jour. Amara sourit. Elle ne répondit pas.
Pas encore. Elle tourna vers une page vierge et dessina un miroir. Mais le reflet à l'intérieur n'était pas fissuré. Il était entier. Et souriant. Les rumeurs, comme des graines dans le vent, finissent par prendre racine. Amara n'est pas allée chercher des nouvelles. Mais elles l'ont trouvé. C'était un jeudi après-midi lorsque Madame Is, une commère notoire et couturière de 2 rues plus loin, vint au studio pour récupérer sa nièce. Elle s'attarda, bavardant pendant qu'Amara rangeait les pinceaux. « Avez-vous entendu parler de cette fille ? Linda ?» La main d'Amara s'arrêta sur la palette. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Ohé. Les choses se sont éparpillées. Elle a perdu son travail. Quelque chose à propos de ragots au travail et de problèmes de confiance. Les clients ont cessé de venir. Une l'a même giflé devant son bureau. Amara ne dit rien. Elle a essayé de monter une entreprise de traiteur, mais personne ne voulait s'associer avec elle. Les nouvelles se répandent, vous savez. Et quelqu'un a dit qu'elle avait déménagé. Qu'elle avait quitté la ville. Madame Is baissa la voix comme si elle partageait des secrets d'État. Les gens ont dit que c'était le karma. Que ce qu'elle a fait à une amie proche a maudit ses bénédictions. Amara hocha la tête lentement. Pas avec satisfaction. Juste en guise de reconnaissance. Quand Madame Is fut partie, Amara se tint à la fenêtre, regardant les enfants jouer dans la rue poussiéreuse. Et elle murmura. J'espère qu'elle guérit. Non pas parce que Linda méritait sa pitié. Mais parce que l'amertume était une chaîne qu'Amara n'avait aucun désir de porter. Elle se tourna vers le studio et prit un tableau. C'était un vase brisé recollé avec de la feuille d'or. Une ode au kintsugi, l'art japonais de réparer avec beauté. Elle l'intitula. Pas ruiné. Réécrit. Les murs de l'appartement de Daniel étaient autrefois blancs. Maintenant, ils semblaient gris. Peut-être à cause de la poussière, peut-être à cause du temps. Ou peut-être juste à cause du vide qu'il ne pouvait plus échapper. Il était assis sur son canapé usé, la tête dans ses mains, entouré de lettres non ouvertes et de silence. Le silence était la pire partie. Il était plus fort que les pas d'Amara ne l'avaient jamais été. Il n'avait pas vu Linda depuis la semaine après la disparition d'Amara. Ils avaient essayé de parler, peut-être même de rationaliser leur erreur. Mais en quelques jours, la culpabilité s'était transformée en amertume. Et le silence entre eux devint aussi assourdissant que celui dans lequel il se trouvait maintenant. Les amis qui trinquaient avec lui ne répondaient plus à ses messages. Sa propre mère, autrefois ravie d'accueillir Amara dans la famille, le regardait à peine dans les yeux. Il avait perdu son emploi il y a 2 semaines. Pas officiellement à cause de ce qui s'était passé. Mais les chuchotements, les sourcils levés, le changement dans les réunions d'équipe étaient trop évidents pour être ignorés. Ils lui ont dit que son bien-être émotionnel affectait ses performances. Il n'a pas discuté. Daniel fit défiler son téléphone à nouveau. Son pouce planant au-dessus du contact d'Amara. Toujours pas de mise à jour de statut. Pas de dernière connexion. Juste un nom. Un qui portait le poids de tout ce qu'il avait détruit. Il commença à taper. Amara, je sais que je ne le mérite pas. Mais je suis désolé. Je pense à toi tous les jours. Je prie pour que tu aies trouvé la paix. Même si cela signifie que je ne t'entendrai plus jamais. Je veux que tu saches que je regrette tout. Je regrette de t'avoir blessé. J'ai perdu la meilleure partie de ma vie la nuit où je t'ai trahi. Il fixa le message. Et pour une fois, il n'imagina pas qu'elle réponde. Il savait qu'elle ne le ferait pas. Pourtant, il appuya sur envoyer. Un petit acte de pénitence peut-être. Ou peut-être juste le dernier écho d'un chapitre clos depuis longtemps. Il posa le téléphone et s'appuya sur le canapé, seul. Pas par le destin. Mais par choix. Amara a rencontré Sheikh pour la première fois un mercredi pluvieux. Elle était restée au studio après le cours, pour retoucher l'une des peintures de ses élèves. La pluie était arrivée soudainement, tambourinant fort contre le toit en tôle du studio. Il y eut un léger coup à la porte. Elle l'ouvrit pour trouver un homme debout sous le store étroit, tenant un carnet de croquis mouillé au-dessus de sa tête comme un parapluie. Il était grand, large d'épaules, avec un sourire facile et des yeux gentils derrière des lunettes rectangulaires. Son t-shirt lui collait à la peau à cause de la pluie, et il sentait légèrement le bois de santal et le coton trempé. « Bonjour, dit-il en esquissant un sourire penaud. J'ai vu votre enseigne. Toile et courage.
Non sympa. Amara sourit poliment. Merci. Vous cherchez un cours? Non, rit-il. Je cherche en fait un abri. Elle s'écarta. Entrez. Il entra, faisant attention à ne pas laisser de boue sur le sol. Je suis Sheikh, dit-il. J'habite 2 rues plus loin. Je rentrais de la librairie quand le ciel a décidé de s'ouvrir. Amara. Leurs yeux se rencontrèrent un instant. Il ne broncha pas, n'écarquilla pas les yeux en la reconnaissant. Il ne dit pas, n'êtes-vous pas celle qui? Il sourit juste. Ravi de vous rencontrer. Il regarda autour du studio, admirant les tableaux sur les murs. C'est vous qui avez fait tout ça? Certains. D'autres sont de mes élèves. Ils sont incroyables, dit-il, s'arrêtant devant un tableau coloré de 3 enfants volant sur des avions en papier. Celui-ci dégage une sensation de liberté. Amara inclina la tête. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je dessinais aussi, dit-il en s'éloignant du tableau. À l'université. Des croquis d'architecture surtout. Je dessine toujours. De temps en temps, admit-il. C'est plus une thérapie maintenant. Elle hocha la tête lentement. C'est à ça que sert cet endroit. Ils parlèrent pendant plus d'1 heure, de livres, de couleurs, de la façon dont Abuja était plus calme que Lagos mais en même temps plus solitaire. Quand la pluie se calma pour devenir une bruine, il se leva. Merci de m'avoir laissé m'abriter. De rien. Il se tourna vers la porte puis marqua une pause. Est-ce que ça vous dérangerait si je repassais? Amara hésita. Mais il n'y avait aucune pression dans sa question. Pas de poids derrière. Juste de la sincérité. Bien sûr, dit-elle. Mais pas pendant les heures de cours. Il sourit. Compris. Il fit un signe de la main, sortit sous la pluie et s'éloigna en trottinant dans la rue. Elle le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse. Puis elle se tourna vers le tableau intitulé Liberté et ajouta un trait de bleu vif dans le ciel. Sheikh continua de venir. Pas tous les jours. Parfois 1 fois par semaine. Parfois juste pour 10 minutes. Il ne posa jamais de questions sur son passé. Il ne la regarda jamais avec pitié. Il apporta de nouveaux pinceaux quand il remarqua que les siens étaient effilochés. Il s'assit dans le coin avec son carnet de croquis pendant qu'elle travaillait. Parfois, il ne parlait pas du tout. Et pourtant, ses silences étaient les plus confortables qu'Amara ait connus depuis des années. Un soir, alors qu'il sirotait du zobo et regardait les enfants partir pour la journée, Sheikh dit. Tu es la personne la plus calme que je connaisse. Amara rit doucement. Tu ne connais pas les tempêtes que j'ai traversées. Je n'en ai pas besoin, dit-il. Tu ne les as pas laissées t'engloutir. C'est tout ce que j'ai besoin de voir. Elle se tourna vers lui. Tu ne me regardes pas comme quelqu'un de brisé. C'est parce que tu ne le es pas. Et d'une certaine manière, ces 5 mots se sentirent comme la plus douce des guérisons. Pas spectaculaire. Pas romantique. Juste vrai. C'était un samedi après-midi quand Sheikh fit la suggestion. Ils étaient assis sur les marches du studio, des carnets de croquis à la main, leurs dessins abandonnés au profit d'une conversation chaleureuse. Tu as déjà pensé à exposer ton travail, demanda-t-il. Amara cligna des yeux. Vous voulez dire, comme dans une galerie? Oui, dit-il. Il y a un petit collectif d'art près d'Azokoro. Ils organisent des expositions mensuelles. Ce n'est pas chic, surtout des artistes locaux. Mais ton travail mérite un plus grand mur. Amara rit, légèrement incrédule. Les peintures aux doigts de mes élèves? Non, dit-il en souriant. Ton travail. La femme dans l'arbre. Le vase brisé. Le phénix. Ce n'est pas de l'art, c'est un témoignage. Elle baissa les yeux, le compliment atterrissant plus lourdement que prévu. Je ne sais pas, dit-elle doucement. Cela signifie, revenir dans la lumière. Laisser les gens regarder. Pas pour juger, dit Sheikh. Pour ressentir. Et peut-être pour guérir à travers. Amara le regarda. Tu ne le fais pas pour eux, ajouta-t-il. Tu le fais pour toi. Elle ne répondit pas tout de suite. Ce soir-là, après avoir fermé le studio, elle s'assit seule et fixa son tableau du vase au rebord doré. Elle se souvint du jour où elle l'avait peint. Les mains encore tremblantes d'avoir renvoyé Daniel, le cœur encore endolori d'avoir affronté Linda.
Mais l'or n'était pas venu de la pitié. Il était venu d'un choix. D'un pouvoir. Elle prit son téléphone et envoya un message à Sheik. Allons visiter la galerie la semaine prochaine. Je pense que je suis prête. La réponse vint presque instantanément. Déjà fière de toi. Elle sourit, se leva et se dirigea vers la toile intitulée « Ascension », celle qu'elle n'avait jamais montrée à personne. Elle ajouta un dernier trait. Une ligne de lumière au centre d'une silhouette ombragée. Puis elle signa son nom en bas. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était honnête. La galerie était modeste. Une pièce au plafond haut, nichée derrière un café à Azokoro, avec des murs blanchis à la chaux et un doux jazz en fond sonore. L'odeur de la peinture fraîche et des grains de café torréfié emplissait l'air. Des artistes et des invités se déplaçaient tranquillement d'un cadre à l'autre, leur conversation chuchotée, respectueuse. Amara se tenait près du mur du fond, vêtue d'une simple robe noire, les cheveux attachés, sa posture calme mais stable. 3 de ses pièces étaient accrochées devant elle. Phénix en ascension, le vase doré et enraciné. À côté d'eux se trouvait le plus récent, Ascension. Une silhouette voilée d'ombre, de la lumière coupant à travers le centre comme l'aube traversant une tempête. Elle regarda une femme s'arrêter devant. La femme la fixa longtemps, puis se tourna vers elle, les yeux humides. « C'est vous qui avez peint ça ?» Amara hocha la tête. « Ça se sent comme de la guérison. » « Alors il fait ce qu'il est censé faire, » dit Amara doucement. De l'autre côté de la pièce, Sheik lui fit un petit signe d'encouragement. Il n'avait pas rôdé autour. Il savait que c'était mieux. Il la laissa se tenir debout seule, comme elle l'avait toujours fait. Alors que la soirée avançait, des gens s'approchaient non pas pour lui poser des questions sur son passé, mais pour parler des émotions dans son travail. La beauté. La douleur. La force. Pas une seule personne ne dit marié en fuite. Personne ne murmura trahison. Elle avait récupéré son histoire sans avoir besoin de l'expliquer. Au moment où la foule s'éclaircit et que le jazz s'estompa en un doux silence, Amara recula de son tableau et expira. Pendant longtemps, elle avait pensé que la paix ressemblerait à de forts applaudissements. À une justification. Mais ce n'était pas le cas. Cela ressemblait à ça. Tranquille. Constant. Vrai. Elle avait traversé la trahison, brûlé le chagrin, et s'était reconstruite avec chaque coup de pinceau. Elle n'avait pas eu besoin de vengeance. Elle n'avait pas eu besoin de spectacle. Elle s'était simplement choisie elle-même. Et maintenant, alors qu'elle se tenait dans une pièce remplie d'étrangers admirant les morceaux de son âme, Amara souriait, pas pour quelqu'un d'autre. Pour elle-même. Parce que parfois, se choisir soi-même est la plus forte, la plus puissante des histoires d'amour qui soient. Et enfin, elle la vivait.